Et puis, c'est lancé. Ouais. Salam alaikum, ici Mohamed, les randonneurs de la pensée, nouvel épisode, nouvel enregistrement, toujours avec mon ami Anas Salam alaikum. et un invité, monsieur Merwan Mohamed. Salam alaikum Merwan. Alaykoum salam, ça va? Donc, ça va, alhamdoulilah, et toi? Très bien. Très bien. Donc, j'aimerais juste préciser pour ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui on lance la vidéo, donc c'est une première. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à la regarder et à continuer à nous écouter. Donc, et j'aimerais par la même occasion remercier tous les invités qu'on a eus qui n'ont pas, pour lesquels on n'avait pas le format vidéo. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé aux différents podcasts. Aussi, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, c'est que Marwan, c'est un invité qui est sur plusieurs sujets à la fois, sur plusieurs plateformes à la fois, sur plusieurs projets. Il est médiatisé et je précise ce qu'on n'a pas fait pour les autres, qu'on n'est pas là pour parler, de discuter des sujets d'actualité. Donc c'est juste pour que vous puissiez le savoir. Comme d'habitude, on parle du parcours de vie, de spécificité de la personne, de l'invité, ce qu'il a réalisé comme projet, etc., etc. Donc voilà, ça change pas le format. C'est juste, je tiens à le préciser. Voilà. Ok. Ben, on commence toujours avec la question. Une petite présentation. On demande à l'invité de se présenter rapidement pour les gens qui te reconnaîtraient pas. Je m'appelle Marwan Mohamed, j'ai 43 ans, je suis né et j'ai grandi à Paris, d'origine égyptienne et algérienne. Je suis père de famille. J'ai eu l'occasion de faire des études scientifiques en mathématiques appliquées, en stats plus précisément et en finance de marché. Et puis, ça fait maintenant bientôt une vingtaine d'années que j'ai terminé mes études et que j'ai travaillé d'abord dans tout ce qui est finance de marché, maths appliquées, ensuite sur toutes les questions de lutte contre les discriminations, un peu en diplomatie et dans la structuration un petit peu du tissu associatif auprès des communautés musulmanes en Europe. Voilà mon travail des dernières années. Voilà un petit peu mon parcours. Ok, très bien. Nous aussi, on s'intéresse beaucoup au début. Donc, par rapport à ton enfance, à quel moment tu t'es intéressé au travail associatif? À quel moment tu t'es intéressé au travail collectif, etc. Est-ce que c'est venu un peu plus tard? Comment ton enfance a donné ce produit qui est aujourd'hui? En vérité, ça m'intéressait pas tellement. Je réalisais pas moi ce que c'était le travail associatif, le fonctionnement des associations, les besoins au niveau macro. Il y avait mon univers d'enfant qui était un univers d'enfant marqué par les voyages, puisqu'on vivait pendant certaines périodes en France, d'autres en Algérie, d'autres en Égypte. Et puis les questions de pauvreté, les questions de développement, tout ça, c'est pas des questions que je me posais dans des termes théoriques, puisqu'en fait, comme on voyageait entre nos pays d'origine et la France, ce que c'était un village ou un bidonville ou un endroit en difficulté, c'est pas quelque chose qu'on voyait à la télé. C'est là où nos familles habitaient. Donc je me posais pas les questions de justice sociale en des termes, tiens, si seulement on soutenait une assoce. Non, que ce soit les questions de pauvreté ou de précarité, que ce soit les questions d'accès à l'éducation, que ce soit les questions de lutte contre le racisme et tout ça, c'était des choses qu'on avait l'occasion de voir dans notre entourage ou dans notre vie de manière directe. Et donc, mes parents l'expliquaient dès notre plus jeune âge. Mais c'est seulement beaucoup plus tard, quand j'étais adulte et que je me suis marié, que dans mon entourage, ces questions se posaient dans de nouveaux termes, et plus tard quand je suis devenu papa. C'est à ce moment-là que je me suis dit, attends, il se passe des choses, et de la même manière que nos parents ont essayé de faire quelque chose contre ça, nous aussi, il faut qu'on essaie de faire quelque chose contre ça. Mais, et même maintenant encore, mon univers imaginaire, c'est un univers créatif fait de dessins animés et de jouets et de séries télé et ainsi de suite. C'est ma manière de penser. Mon imaginaire, il est forgé par ça. Comme si les mangas, en fait, ils rencontraient la culture culinaire de nos origines, de nos familles. Et comme elle dirait ma mère, dans ma tête, c'est un bourg à l'autre.
entre Dragon Ball Z et les Transformers et le Full Mudamas et la Shorba. Euh, mais ça fonctionne. Ouais, même si on va pas en parler tout de suite, mais tu as aussi un travail d'écriture. Et dans ce travail d'écriture Full Express, à l'occasion, c'était à cette occasion qu'on s'était rencontrés à la semaine contre le racisme à Genève. C'était en 2014, je crois. C'est Donc, vrai. où tu faisais la promotion de ton livre. Enfin, tu faisais la présentation de ton livre. Et dedans, on sent cette culture manga japonaise, etc. Contestataire, voire un petit peu contestataire. Et donc, on sent où tu fais référence à Goldorak, etc., sur un ton très ironique. Voilà, donc on sent que tu as été baigné là-dedans. Et dans ces années-là, je suis étonné parce que si tu as 44 ans, tu m'as dit, donc 43. le manga, c'était surtout début des années 2000, on va dire, où Ouais, ça a tu vois, commencé à exploser. les premiers trucs qu'on regarde dès qu'on a eu une télé, en fait, c'était un petit peu avant le Club Dorothée. Et après, il y avait les premiers dessins animés qu'on regardait, c'était Candy, Le Petit Lord, ensuite Goldorak. Donc c'était la première vague de dessins animés qu'on voyait. Après, il y a eu Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, et puis Ken le Survivant. Et ça, c'était vraiment genre surtout Ken le Survivant et les Chevaliers du Zodiaque, c'était les trucs que je regardais tout le temps, quoi. Et en fait, à l'époque, en France, on importait les dessins animés japonais parce que ça coûtait moins cher à acheter et traduire les droits que produire des dessins animés Ah, français. Et comme en fait, ouais. culturellement, on comprenait rien à ce que voulaient dire certains dessins animés, en fait, les traducteurs qui travaillaient à l'époque, en fait, ils inventaient les dialogues. Parce que par exemple, pour Ken le Survivant, c'est l'histoire d'un holocauste nucléaire. Et au lendemain de cet holocauste-là, il y a des mercenaires qui se tuent et s'entretuent les uns les autres. Et au milieu de ce chaos, deux enfants avec une graine qu'ils essaient de replanter pour donner de l'espoir à l'humanité de renouer avec la nature, avec l'environnement et ainsi de suite. Donc c'est apocalyptique. Sauf que dans la traduction, l'école des Hokuto, Ouais. ça devient Hokuto le nom japonais et devient les Hokuto de cuisine parce qu'il faut rendre ridicule, il faut rendre grotesque et drôle. Et en fait, ça devient en fait une série où on rigole de la manière dont on fait du kung-fu et on s'entretue les uns les autres, plutôt qu'une réflexion en fait sur les conséquences de nos modes de vie et de notre comportement vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est pour ça que je porte une critique en fait sur une critique amicale et positive sur ce qu'étaient ces dessins animés pour nous et sur la manière dont en fait on est passé à côté parce que nous on y voyait juste des combats et des kung-fu et des bonnes phrases rigolotes, alors qu'en vérité pour les dessinateurs et pour les auteurs japonais qui avaient produit ces œuvres-là, il y avait aussi une arrière-pensée qui parfois était même politique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de tes premiers engagements, de tes premières implications dans le travail associatif? Est-ce qu'on peut avoir ouais, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a fait le déclic, etc. Je fais la différence entre les deux, entre les engagements et entre le travail associatif, parce que comme je disais tout à l'heure, on était engagé avant d'être impliqué dans des associations. Sauf que, en fait, l'objet même d'association, il était quelque chose qui m'était étranger. Et je dis pas ça du tout dans un sens péjoratif. C'est que dans notre entourage, on avait tous vu ou vécu des situations d'injustice ou de précarité. Et donc, le vecteur pour adresser ces injustices-là, il n'était pas nécessairement une association. Je prends des exemples très concrets. Quand il y avait un problème à l'école, on n'allait pas voir une association. Soit on le réglait nous-mêmes, soit on en parlait avec nos parents, et nos parents intervenaient soit au niveau individuel de l'enfant, soit en se mettant ensemble avec d'autres parents d'élèves pour résoudre la situation. Donc ces situations d'engagement et d'implication et de résolution de problèmes, on les a vécues depuis l'enfance parce on voyait nos parents faire et comment ils géraient ces situations-là. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'avais terminé mes études, que j'ai connu des associations et que j'ai été sollicité d'abord en bénévolat pour filer des coups de main à la traduction d'un rapport, à la préparation d'un discours, à la relecture d'un article de synthèse, parce qu'on a besoin de l'avis d'un matheux pour analyser les stats ou des choses comme ça. Et comme j'avais
la culture, essentiellement une culture business, une culture d'entreprise, une culture de performance, et que j'avais pas de compréhension ni politique, ni sociologique, ni anthropologique de ce que pouvaient être et de ce que pouvaient faire les associations. J'avais cette idée que c'était pas forcément un environnement efficace pour résoudre un problème. On pense à tort qu'il existe une solution mathématique, analytique, quasiment entrepreneuriale et utilitaire à tous les problèmes, et qu'il s'agit juste de prendre les données en entrée de l'équation, de la résoudre et fin de l'histoire, quoi. Voilà. Ouais. Donc, et donc c'est comme ça, hein, juste par des petites tâches. Bah tiens, j'ai une heure, je vais essayer de filer un coup de main là-dessus, ou j'ai une après-midi, je vais essayer d'aider là-dessus. Et dès que tu mets la main dedans, dès que tu te rends compte de la réalité, de ce que les gens vivent, de ce que les gens font, des réalités parfois structurelles qui traversent nos sociétés, bah là, si tu as une conscience, tu peux pas regarder ailleurs, quoi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était et retourner jouer à la console comme si tu n'avais rien vu, quoi. Et il n'y a pas de problème à jouer à la console. Juste que ce soit pas une diversion des choses importantes de nos vies, et que chaque chose ait sa place dans notre manière de gérer notre temps. Est-ce que cette, en fait, cet engagement ou ce déclic que tu as, est-ce que tu l'as eu à travers ton expérience professionnelle? Parce que je sais que, je crois savoir que tu as volontairement démissionné plus que d'un travail, c'est de tout un univers, celui des marchés financiers, etc., qui est peut-être pas en adéquation avec la réalité du monde dans lequel on vit. Est-ce que ça a joué là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une C'est prise de conscience à travers ton expérience professionnelle? Oui, Tes il y a premières un expériences? moment, il y a un moment crucial, c'est quand je termine mes études et que après les stages et tout ça, bah, en fait, l'entreprise pour laquelle je travaillais, la Société Générale, me propose d'aller travailler au Japon. Et je dois laisser mes parents et mon épouse à ce moment-là, parce que les premiers mois, je dois être tout seul, parce qu'elle, elle doit terminer avec son travail, prendre une période de congé, tout ça. Et en fait, il y a l'avion, je prends l'avion qui a été réservé par la Société Générale pour moi, et on me sert du jus d'orange, et on est super gentil avec moi, et on m'a mis, je sais plus, je sais pas si c'était la première classe ou premium, mais peu importe, en tout cas, une manière de voyager dont j'avais pas l'habitude, et je me dis, en fait, normalement la boucle est bouclée à ce moment-là. C'est la fin de l'histoire. Nos parents ont quitté leur pays d'origine, soit parce que il y avait des instabilités politiques, soit parce qu'il n'y avait pas les moyens de vivre et d'offrir mieux à leurs enfants. Ils ont fait tout ça pour que notre génération soit dans une bien meilleure situation. Bah, c'est fait. Fin de l'histoire. Mais il y avait un décalage complet en fait entre le métier que j'exerçais et les raisons pour lesquelles nos parents nous avaient élevés comme ça. Et ce décalage-là, tu le sens dès que tu commences à te demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Là, on m'a dit de cliquer et de programmer tel algorithme, ou de vérifier telle équation, ou d'optimiser tel ratio. J'ai compris ce que ça veut dire mathématiquement. Maintenant, je veux comprendre ce que ça veut dire économiquement. Je veux comprendre ce que ça veut dire socialement. Je veux comprendre quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe dans le monde réel. Et plus tu te poses ces questions-là, plus tu vois un décalage en fait entre le discours des entreprises, notamment en matière de finance à l'époque, et la réalité économique sur laquelle elles influaient. Et tout ça, c'était avant la crise financière de 2007. Donc les banquiers jusque-là étaient présentés comme des super-héros qui participent à l'essor de l'économie, et ainsi de suite. Et moi, ça me posait un double problème, un problème de conscience du point de vue très personnel de l'histoire de ma famille, et un problème religieux, parce que la compréhension que j'avais de ma foi et de ma religion était que, bah voilà, juste à minima, genre vraiment le minimum du minimum, c'est même pas d'aller aider les gens, c'est de pas causer plus d'injustice. C'est genre, le SMIC du SMIC, c'est occupe-toi de toi, fais ce que tu as à faire en termes de responsabilité personnelle sur le plan de ta gestion personnelle, de ta famille, et ainsi de suite. Et à minima, va pas causer du tort aux gens, va pas causer des injustices supplémentaires dans le monde. Et là, tu voyais un décalage qui est manifeste, où chaque jour qui passe, chaque activité que la banque produisait, chaque euro qui était généré sur les bonus et les salaires, il provenait pas du néant.
il provenait de l'appauvrissement de tel pays, de telle entreprise, de tel secteur d'activité, de telle économie, de telle matière première qui a chuté, et ainsi de suite. Donc, dès que tu commences à te poser ces questions-là, bah, l'affaire, elle est pliée. Comment tu prends cette décision? Parce que j'ai l'impression que cette décision, elle est rapide. Pas brutale, mais elle est rapide. Autant, je veux dire, c'est important parce que des fois, on a du mal à prendre des décisions sur notre avenir plus ou moins proche. Souvent, c'est parce qu'on on a peur de l'inconnu, du manque de matériel, de la subsistance, etc. Toutes ces notions-là. Toi, tu pars de haut quand même. C'est pas un petit job. Tu te retrouves Ouais, sur des marchés financiers à Tokyo. Et t'as déjà une famille en charge, je veux dire, t'as tes parents, etc. C'est important. Je veux dire, c'est important. C'est une décision importante. Comment tu la prends aussi jeune, aussi bah, rapidement? j'ai eu le bienfait d'avoir l'éducation de mes parents et aussi de pouvoir me marier tôt avec quelqu'un qui était avec moi, pas pour l'argent et pas pour la célébrité, puisque à l'époque, ni j'avais un euro, ni je valais quoi que ce soit, ni qui que ce soit me connaissait. Et j'ai pas l'impression de valoir quoi que ce soit de plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et le simple fait de passer à la télé ou d'avoir des responsabilités publiques ou autres, pour moi, ça change strictement rien. Et déjà à l'époque, mon épouse, elle avait cette maturité. Et quand je lui disais, ben voilà, franchement, le taf, le travail me pose un certain nombre de questions et je me sens pas super bien avec ce que je fais. Je commence de plus en plus à réfléchir à changer de voie, à revoir cette décision-là. Elle m'a vraiment mis à l'aise. Elle m'a dit, t'as peur de quoi exactement? C'est quoi le pire du pire qui va se passer? Le pire du pire du pire, si tu perds ton diplôme, ou tu perds ton travail, ou on n'a plus d'économie, et on doit repartir de zéro, et on n'a pas nos papiers, et ainsi, il va se passer quoi exactement? On va devoir travailler au SMIC, au salaire minimum, et vivre dans un logement vraiment très modeste et tout ça? Bah, rien de nouveau pour nous, c'est de là où on vient. Donc ça va changer quoi? On a peur de quoi? Et du regard de qui? Donc elle, en fait, elle m'a mis à l'aise de ce point de vue-là, en m'enlevant la pression complètement de dire, il faut que je gagne tant, il faut que je sois respecté, il faut que j'ai la carte de visite, il faut que j'ai le costume, il faut que j'ai la voiture et ainsi de suite, parce que sinon mon épouse va me quitter, ou les gens vont penser que j'ai raté et ainsi de suite. Elle m'a enlevé cette pression. J'en ai parlé à mes parents, comme je le fais toujours quand j'ai une décision importante à prendre. Ils étaient, ils se posaient des questions aussi, mais ils respectaient mon choix. Ils me disaient, tant que tu te sens bien et tant que tu te rapproches de nous, bah, au bout du compte, on est rassuré. Mais Marwan réfléchit bien. C'est tout. Et ce processus, il s'est pas fait en 2 jours. La décision finale, oui, elle se prend comme ça. Mais ça prend une séquence de un an et demi, voire même 2 ans entre le moment où on a les premières discussions et le moment où ça y est, j'ai complètement switché de parcours et je ne dépends plus du milieu financier ou des banques pour vivre ou pour travailler. Mmh. Tu aurais pu aussi t'impliquer, devenir de t'impliquer dans l'écologie, tu aurais pu t'impliquer dans beaucoup de sujets. Pourquoi tu as choisi le domaine de l'islamophobie et de la représentation des musulmans? Je l'avais pas choisi et je l'ai toujours pas choisi. D'ailleurs, à l'époque, quand j'écrivais, les articles que j'écrivais ou bien même le premier livre que j'ai écrit, Full Express, il parlait pas de ça. Il parlait surtout d'économie, d'impact de justice sociale, de comment les gens vivent, de culture populaire et ainsi de suite. Donc c'était pas mon choix. J'ai pas choisi la lutte contre l'islamophobie. Parfois même, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Et je suis vraiment reconnaissant de ça. Mais à l'époque, c'était très compliqué de contribuer autrement. Si on se resitue la période de 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2007 même, les gens qui travaillaient en finance, c'était des gens qui étaient vraiment genre en haut de l'échelle des prédateurs économiques. Et je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai quitté la banque, j'ai postulé, je sais plus si c'était Amnesty International ou bien dans une administration sur les questions de justice économique.
Et à l'époque, ce qu'on m'avait répondu, c'est ouais, vraiment merci beaucoup pour votre candidature. Ils ont eu l'honnêteté de me le dire et tout ça. Merci beaucoup pour votre candidature, mais on pense que vu votre CV, vous allez pas vous plaire dans notre association. Donc les uns ils m'ont répondu ça. T'as envie de leur dire, mais laisse-moi choisir. Moi, je te dis que je vais me plaire parce que faire quelque chose d'utile, même si mon salaire est divisé par 4, c'est à moi que ça convient. C'est pas à toi, c'est toi, c'est moi qui vais travailler. Donc les uns, ils réagissaient comme ça et les autres, ils se disaient, ça, c'est les gens qui viennent de la finance, c'est des requins. Il Ouais, faut se méfier d'eux. On peut pas les accueillir dans une administration ou dans une association parce que forcément, ça cache quelque chose. Et à l'époque, c'est comme ça que ça réagissait. Là, maintenant, je peux travailler dans n'importe quel domaine facilement. Mais à l'époque, ouais, c'était ça le premier sentiment. Et donc, ouais, moi, j'avais fait le choix de garder ce qu'on appelle un day job, un travail de 9 à 18 heures où je faisais des mathématiques et des probas et des stats. Et mes engagements associatifs, c'était du bénévolat le soir et les week-ends. Et j'étais bénévole au CCIF sur les questions d'islamophobie, mais j'aidais d'autres associations sur d'autres formes de racisme ou sur d'autres sujets qui me touchaient tout autant. Et c'est juste parce que en fait le travail au CCIF était tellement nouveau et la visibilité de ces questions d'islamophobie était tellement nouvelle que tout de suite ça a pris beaucoup d'espace médiatique. Et il y a tellement peu de personnes de confession musulmane qui sont amenées à intervenir dans les médias qu'il suffit que l'un ou l'une d'entre nous s'exprime dans les médias et arrive à le faire de manière à peu près compréhensible pour que tout de suite on se dise ah ouais vraiment c'est important et tout. Il n'y a rien d'important, j'ai rien dit de nouveau. Tout ce que j'ai dit, c'était déjà dans des livres et déjà dans les rapports du CCIF. Et la langue que j'utilise, c'est une langue simple et accessible à tout le monde. Voilà, qu'est-ce qui a fait que, bah voilà, à un moment, c'est devenu quelque chose qui m'était associé. Et je suis très content et très reconnaissant de ça. Mais c'était pas nécessairement un choix ou quelque chose que j'avais planifié. ouais. Alors, quand tu parles d'expression dans les médias, on parle de la représentativité ou de la communication, tu as aussi proposé à un certain moment des formations, séminaires sur ce que tu as appelé l'autodéfense intellectuelle. Donc ça, c'est parti d'un constat de quoi? Pourquoi ce projet-là? C'est parti d'un constat quand j'étais enfant. En fait, je suis passé par différentes phases. À chaque fois que, d'abord, le truc qui était quasiment structurel, c'est que systématiquement, on était les premiers noirs ou les premiers arabes dans l'école ou les premiers noirs ou les premiers arabes dans l'université ou dans telle entreprise ou dans telle autre. Ça veut dire qu'il a fallu essuyer les plâtres et bah tiens, c'était le premier arabe à être à avoir 20 sur 20 en cours de catéchisme. Qu'est-ce que ça déclenche ça quand tu es dans une école catholique? T'es le premier arabe ou le premier noir à demander si tu peux avoir un repas sans viande à la cantine. Donc comment tu discutes de ça? T'es le premier arabe à te faire traiter de sale arabe dans la cour de récré parce que t'es le premier arabe de l'école. Donc à chaque fois, en fait, il fallait trouver des manières de réagir à ça. Et au début, bah, je me battais et je me défendais, je me laissais pas intimider. Et je suis rentré un jour à la maison et mon père, en fait, qui maîtrisait pas super bien le français, en fait, je pensais qu'il allait me dire c'est bien, tu t'es défendu, mais en fait, il était pas content. Il me dit si t'en es arrivé à te servir de tes points, c'est que au bout du compte, tu avais déjà perdu cette bataille. Et si à ce moment-là, il y avait un surveillant qui était venu ou bien le directeur de l'école qui était venu, à ton avis, à qui il aurait donné raison? Et comment ça se serait passé? Tu aurais été Marwan, le délinquant qui est en train de se battre à l'école. Donc, en fait, lui, il me disait, tu dois être capable de résoudre des situations avec des mots. Et ma mère, qui est d'origine algérienne, elle a grandi avec la langue française. Et quand elle s'est installée en France après ses études, elle était très, 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 très dure avec nous, avec moi notamment, puisque j'étais seul jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais tout seul à la maison. Et ma mère, je me rappelle d'une fois où, en fait, elle me pardonnait pas ni les fautes d'orthographe, ni les fautes de français. Et elle me faisait refaire les dictées et les rédactions et les exercices de grammaire, même si je devais être assis tout seul par terre sur le palier de l'appartement, d'accord, comme une punition jusqu'à ce que j'ai zéro faute en français. Parce qu'elle me disait jamais, jamais, au grand jamais, mon fils
sera pris en défaut parce qu'il ne maîtrise pas la langue française et on le traite comme un étranger à cause de ça. On peut se dire qu'elle était dure. Moi, je suis reconnaissant qu'elle ait été comme ça avec moi. Ça m'a appris la rigueur. Et des années et des dizaines d'années plus tard, je me rends compte que l'accès à la langue française ou l'utilisation de la langue française, en vérité, elle est le premier marqueur social avant même la manière dont on s'habille, avant même la voiture dans laquelle on roule. Et parfois même, ça désamorce des situations parce que la maîtrise de la langue française permet immédiatement de poser un rapport, de poser un niveau. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et donc, on s'est rendu compte que on se retrouvait trop souvent dans des situations de frustration parce qu'on ne sait pas gérer un conflit ou on ne sait pas gérer un désaccord avec des mots, soit le désamorcer, soit se défendre efficacement juste avec des mots. Faire valoir ses droits juste avec des mots. Avoir l'ascendant et désamorcer une situation de crise juste avec des mots. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'une formation de séminaire qui était sur une journée, 2 ou 3, d'autodéfense intellectuelle pour apprendre à penser, à réfléchir, et puis ensuite à formuler un point de vue et à placer dans la contradiction des points de vue sans nécessairement qu'il y ait du conflit. Comment résoudre ces situations qu'on vit tous au quotidien dans notre entreprise, dans notre quartier, dans notre assos, dans notre administration, sans nécessairement avoir à hausser le ton, mais sans nécessairement avoir à accepter des situations que l'on juge par ailleurs injustes. Pendant ces formations-là, tu as eu un retour bien après ou il y a eu un suivi? Ah ouais, c'était magnifique. Franchement, c'est un des meilleurs souvenirs. On appelait ça les semaines folles. C'était incroyable. Il y avait alors, des fois, tu avais des amphithéâtres avec 500, 600 personnes qui venaient suivre les formations, des enfants, des adultes, les grands-parents qui étaient là, toute origine, toute religion confondue, et tout le monde est appliqué. Il y en a certains qui ont quitté les études il y a 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans, et qui font les exercices. Et tu vois, après les débats et les jeux, on avait des joutes verbales où tout le monde rigole, chou-fleur contre Nutella, ou bien la Belgique contre la Suisse, ou des trucs comme ça. C'était des bons moments durant la journée. Et puis après, on suivait les retombées parce que au cours de ces formations, il y a plus de 2500, 2700 personnes qui ont été formées. Et ils te recontactent après. Ils te disent, bah voilà, ça a été le déclic pour que je reprenne mes études, ou bien je ne me voyais pas dans telle fonction ou dans tel métier ou dans telle carrière, mais j'ai pu acquérir les outils, ou ça m'a donné envie de développer ces compétences-là par ailleurs, ça m'a décomplexé, ou bien ça m'a donné le petit boost dont j'avais besoin. Et vraiment, c'était inattendu en termes d'impact. Moi, mon objectif, je peux le dire maintenant, c'était juste que les gens apprennent 2-3 bricoles et passent une bonne journée, passent un bon moment. Mais l'impact a dépassé ça. Et ça permettait aussi d'avoir des projets qui ne sont pas uniquement dans la réaction, mais aussi dans la construction, dans l'éducation, dans l'élévation, y compris culturelle, des gens à qui on s'adresse. Même là, on voit, parce que j'ai lu les documents entre les mains, on voit qu'il y a une influence japonaise. Parce que déjà, autodéfense, il y a le côté art martial. Et je voulais te poser une question, c'est quoi la notion de la référence Yoshihide et la force? J'ai pas compris en fait. Ouais, Yoshihide, c'est un personnage dans une nouvelle d'un auteur qui s'appelle Rinosuke Akutagawa. Et il a écrit un recueil de nouvelles. Et Yoshihide, c'était un peintre qui était le meilleur peintre de sa région. Sauf que, en fait, il était vraiment pas sympa, il était méchant. Il était complètement misanthrope, mais il était fasciné, passionné, obsédé par son art. Jusqu'au moment où, en fait, son art, qui devait être un moyen, est devenu une fin en soi, et ça faisait ressortir quelque chose de mauvais en lui, parce que son intention, en fait, elle était abîmée. Lui, en tant que personne, il était abîmé. Et pourquoi j'utilise il y avait une des sessions dans la formation qui s'appelait Yoshihide et la force, c'est pour faire la distinction entre maîtriser quelque chose et avoir la force de faire quelque chose, parce que on peut avoir un savoir, mais si on n'a pas la bonne intention, ça nous est d'aucune utilité. Et pire encore, ce savoir-là ou ce talent-là ou cette compétence-là peut nous amener à faire des choses qui sont pas forcément des choses avec lesquelles on est en accord du point de vue moral et personnel ou du point de vue de nos objectifs de vie. Et donc, il faut bien faire la distinction entre acquérir une compétence, acquérir un savoir, et de l'autre, mettre ce savoir
au service d'une idée, d'un message, d'un projet, d'une valeur, d'un objectif, d'un idéal. Et c'est ça qui donne de la force. C'est pas le fait juste de bien dessiner ou de bien écrire, parce que si on sait bien écrire, on peut aussi dire les pires insultes. Mais c'est pas ça, être fort. Être fort, c'est acquérir un savoir, maîtriser les mots, maîtriser l'écriture et les mettre au service d'un message et porter ce message de la meilleure des manières. Il y avait le projet de proposer cette formation un peu partout, parce qu'elle Oui, elle était que à Paris, non? non, on a fait une quinzaine de villes en France. J'ai même fait Belgique. Et après, il y avait une déclinaison de la formation pour les pros ou en entreprise ou D'accord. dans d'autres langues. Et ça, c'était plus dans un contexte soit entreprise, soit grandes institutions pour des différents types de groupes. Voilà. Mmh. Euh, les observateurs externes comme moi, quand ils regardent un peu le parcours de Marwan Mohamed, ils voient qu'il était impliqué dans beaucoup de choses. On a parlé du CCIF, on a parlé de voilà, CCIF, on a L'écriture. parlé de formation, et après, il s'est désengagé petit à petit de tout ça pour se concentrer sur le projet de la plateforme des musulmans. Est-ce que c'était effectivement ça ou Ouais, euh, ouais. c'était vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose de planifié. La consultation des musulmans, ça, c'était vraiment pensé et réfléchi. Le lancement de la plateforme, ça l'était pas nécessairement. Je pensais pas que j'aurais l'honneur et le plaisir de participer à ça, parce que je pensais pas qu'il y aurait une telle réponse et un tel engouement. Mais par contre, tu vois, quand j'ai terminé ma mission au CCIF, j'étais en train de me dire, OK, c'est quoi l'enjeu de notre génération? C'est quoi l'enjeu entre ma génération à moi et la génération de mes enfants? C'est qu'ils soient organisés dans leur manière d'envisager toutes les questions qui les concernent individuellement, familialement ou en tant que communauté religieuse au sein d'une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus diverse, une communauté de citoyens, une communauté de peuples qui vit ensemble. Mais je voyais que, en fait, euh, on n'est pas équipé collectivement, on ne sait pas travailler collectivement dans une chaîne entre les besoins des gens, d'ailleurs on les connaît pas, ces besoins réellement, et l'accomplissement des projets et la séquence entre les deux, capter les besoins réels des gens et réaliser ces projets jusqu'à leur terme. Cette séquence, elle est vraiment une séquence aléatoire. Soit quelqu'un arrive et a une bonne idée et ça marche et ça coïncide avec un besoin, mais il ne le savait même pas. Soit, dans le meilleur des cas, il a fait une petite étude de marché, une petite étude de service, mais cette étude-là, cette thématique-là, elle n'est pas liée aux autres thématiques. Donc, mon idée, elle était simple. Viens, on consulte les musulmans. Ça va faire deux choses. Ça va les replacer en situation d'acteurs pour qu'ils puissent dire nous et qu'ils parlent pour eux-mêmes au lieu qu'à chaque fois, on ramène des imposteurs pour parler à leur place ou dicter aux musulmans la manière dont ils doivent s'organiser. Et la deuxième chose, c'est identifier c'est quoi les problématiques quotidiennes que vivent nos concitoyens musulmans afin qu'on puisse les identifier, puis les prioriser et qu'en face de ça, il y ait des projets qui émergent. Comment on sait si la problématique... je prends un exemple très concret. Notre intuition, c'était que la question des rites funéraires et l'accompagnement des personnes âgées, c'était une question prioritaire sur tous les plans, sur le plan familial, sur le plan collectif, sur le plan moral, même sur le plan politique. La prise en charge de comment on enterre les gens, de comment on traite la fin de vie, c'est quelque chose de prioritaire. Mais pour la plupart des gens, ça vient pas spontanément dans la réflexion de dire je pense à la mort et je pense à comment gérer l'accompagnement vers la mort. Et donc, on a pu sonder ça lors de la consultation, parmi 10 autres, 15 autres thématiques. Et quand il y a eu la crise du Covid, bah là, tout le monde s'est rendu compte pourquoi c'était si important d'avoir une prise en charge digne de la fin de vie et de l'après, d'après le décès pour le défunt comme pour sa famille. Et si on n'avait pas eu cette réflexion en amont, bah, la plateforme Les Musulmans, elle n'aurait pas pu mettre en place en l'espace de quelques jours une ligne d'assistance janaza pour toutes les familles qui avaient perdu un proche et les accompagner de A à Z pendant cette séquence difficile de leur vie lorsqu'ils perdent un proche. Donc ça, c'était vraiment euh, le, le, le projet auquel je voulais contribuer à ma modeste échelle. Mais vous voyez que ça, tu as eu raison de le dire, c'est pour moi une fin de parcours, une fin d'engagement. Tu dis voilà, c'est quoi le dernier truc que j'ai envie de laisser? C'est quoi
le projet de notre vie, c'est quoi le projet majeur qui va changer la donne, non pas en réagissant à ce qu'a dit telle personnalité dans les médias ou à telle crise dans l'urgence, mais qu'est-ce qui va changer la donne au niveau macro, au niveau collectif. Et c'est pas grave si ça prend 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans à réaliser, parce que c'est ça qui fait que, au lieu d'être assis dans le siège des problèmes, nos enfants seront assis dans le siège des solutions. Voilà, c'est ça l'intention derrière la plateforme. Ouais. On peut aussi rappeler peut-être la démarche que vous avez choisie, c'était de lancer un grand sondage et de sonder tous les musulmans sur tout le territoire français et d'aller à leur rencontre, de les rencontrer dans leur mosquée, dans leur centre culturel et de leur poser des questions précises sur leurs besoins, sur leurs inquiétudes, sur leurs ambitions, etc. Exactement, Voilà. Et exactement, puis, je pense jusqu'au moment où vous avez présenté un rapport, c'est ça? exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les principaux résultats de Les ce chiffres, les sondage? chiffres Ouais. font peur hein, concernant la représentativité des musulmans à travers les différentes Ouais, études. c'est brutal. Alors, il y a du vraiment, c'était un événement majeur pour nous parce que quand on voit que les gens commencent à répondre par dizaines de milliers, ça devient significatif. C'est pas nécessairement représentatif parce qu'en termes de vérification des critères de population sur les quotas à respecter, tout ça pour que ça ait réellement les propriétés de représentativité du point de vue strictement statistique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme on ne demandait pas les informations personnelles des gens, ça on peut pas le dire a posteriori. Mais par contre, c'était vraiment significatif, très indicatif d'un certain nombre de tendances. Les tendances, c'est quoi? C'est numéro un, les musulmans n'ont pas besoin qu'on parle pour eux et les musulmans en ont marre d'être traités à la troisième personne. Les musulmans pensent ceci, les musulmans font cela, et ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment envie de s'impliquer. Deux, dans les priorités pour eux, la lutte contre l'islamophobie, l'image des musulmans dans les médias, le traitement politique du fait musulman, ça, c'est en tête de liste des priorités, juste avant tout ce qui va être œuvre de charité, action sociale, action en termes de développement. Mais ça, c'est normal que ça arrive pas immédiatement parce que pour eux, c'est déjà acquis en fait, puisque les musulmans, en moyenne, donnent autour de 200 euros par an et par personne, c'est-à-dire plus que la moyenne nationale en France, et c'est complètement naturel. Il n'y a pas plus naturel dans la pratique des musulmans de donner à des associations, de soutenir des pauvres, que ce soit dans leur entourage immédiat ou à l'autre bout du monde. Et je parle en comptant les zakat el-mal, zakat el-fitr, mais aussi les sadaqat au sens beaucoup plus large du terme. Et puis, vraiment, le résultat majeur, c'était une communauté musulmane qui est tellement diverse et qui en même temps est très mature et très consciente des enjeux. C'est-à-dire que souvent on entend les gens dire ouais regarde comment on est divisé, on n'est pas capable de et tout ça, mais ça c'est une croyance en fait. C'est une mauvaise croyance parce que dans les faits, en fait, on confond en fait la diversité et la division. On a une diversité d'opinions, mais on est très capable de travailler ensemble lorsqu'on a un sujet concret qui est bien circonscrit, bien identifié. La plateforme, elle en est un exemple criant. Tu as des centaines de mosquées et d'associations, des milliers d'adhérents. Parmi les imams qui participent, tu en as des centaines maintenant de toutes les tendances, de toutes les opinions confondues. Et ils sont tous ensemble et ils travaillent sans la moindre difficulté parce qu'ils sont très clairs sur les attendus, sur les objectifs, sur le fonctionnement de la plateforme. Ils savent qu'ils sont pas là pour être d'accord sur tous les points de fer. Mais ils savent qu'ils sont tous ensemble pour travailler dans l'intérêt collectif des musulmans et de l'ensemble des citoyens plus largement. Donc cette méthode, cet état d'esprit, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la plateforme, c'est quelque chose qui impulse l'ensemble des communautés musulmanes qu'on a pu sonder, et on a vraiment des super-héros anonymes avec des gens exceptionnels, des artisans, des boulangers, des ouvriers, des sages-femmes, des médecins, architectes, ingénieurs dans l'administration, et tous ont envie de faire, ont envie de s'impliquer. Il y a une énergie, un enthousiasme qui est vraiment incroyable. Et c'est ça qui crée en vérité la frustration, c'est ce décalage entre la réalité des musulmans, de ce que sont et de ce que font les musulmans dans le monde réel. Ils sont en première ligne sur toutes les questions sociales, éducatives, environnementales, éducatives et ainsi de suite. Le décalage entre cette réalité-là et l'image médiatique que certains voudraient donner, Ouais. et le déficit de parole et de visibilité entre les deux. Voilà, c'est ça qui crée le nœud de contention. Ouais. J'ai deux questions. La première question, qu'est-ce que vous avez choisi comme structure pour cette plateforme et pourquoi?
par rapport à la gouvernance. Et après, la deuxième question, c'est par rapport aux résultats et ce qu'il en ressort de cette expérience. Ouais. Bien sûr. Alors, nous, on voulait la structure la plus souple qui soit, avec deux entrées. La première entrée, elle est l'entrée des associations. Et donc, les associations peuvent s'impliquer, adhérer à la plateforme Les Musulmans, travailler ensemble sur des pôles thématiques ou sur des actions groupées. Par exemple, le fait d'avoir une centrale d'achat pour regrouper les achats de tapis, les contrats d'assurance ou de téléphonie, les contrats de technologie, d'électricité et ainsi de suite, bah, ils voient tout de suite l'intérêt pour eux de travailler ensemble là-dessus. Mais aussi beaucoup de souplesse. Par exemple, si on propose de prendre une position commune par rapport à telle question de bioéthique ou bien telle question d'organisation, tout le monde n'est pas obligé de signer. Mais par contre, parmi les centaines de structures ou les centaines d'imams qui sont membres de la plateforme, ils ont le choix, le texte est mis à leur disposition, ils peuvent travailler ensemble sur une motion et dire voilà, nous on est les 300 personnes parmi les 600 imams qui avons envie de signer ce texte parce que c'est notre position commune. Et donc le fait de ne pas être contraint d'adhérer à tout et de tout faire, mais de pouvoir choisir, d'être d'accord sur la base et de choisir à quelles actions on a envie de participer et sur quel projet on a envie de s'impliquer, ça donne beaucoup de souplesse pour les mosquées et pour les associations, d'autant plus qu'elles ont une équipe dédiée. Il y a un pôle mosquées et associations avec des professionnels qui sont là pour les aider à rédiger leur statut, tenir leur comptabilité, se mettre en conformité du point de vue des normes sanitaires, sécuritaires, administratives et ainsi de suite. Donc le fait d'avoir un projet qui est conçu sur l'utilité aux associations et sur l'utilité aux mosquées, c'est ça qui convainc la plupart des associations qui nous rejoignent. Et puis la deuxième entrée, c'est l'entrée pour les musulmans lambda comme vous et moi. Et ça, c'est de dire, OK, moi, je suis musulman, peut-être que je fréquente régulièrement la mosquée, peut-être que je la fréquente pas si souvent que ça. Mais par contre, m'impliquer dans ce qu'est et dans ce que fait la communauté musulmane, ça m'intéresse et j'ai envie d'être tenu au courant, j'ai envie de participer, j'ai envie d'œuvrer, j'ai envie de soutenir. Comment je fais? Par où je commence? Et donc là, en fait, il y a deux choses. La première, c'est je participe en disant ce dont j'ai besoin. Je dis, bah voilà, moi je suis plus sensible à la question de l'éducation parce que Ramadan arrive. J'aimerais qu'il y ait des activités qui soient plus souvent proposées pour les enfants plutôt que tous les discours religieux soient en direction des adultes. On a besoin d'avoir un programme dédié pour les enfants. Voilà mon besoin. Donc moi, je vais être consommateur de ça quand la plateforme le proposera. Mais en même temps, moi, je suis informaticien et développeur dans tel langage. Si vous avez besoin de moi sur tel aspect, n'hésitez pas à me demander, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 6 ans, c'est pas grave. Mais si vous avez besoin d'un développeur sur telle technologie, voilà mes compétences et voilà mes disponibilités. Et si il n'y a pas besoin de ces compétences-là, je peux aussi tamponner du courrier 2 heures par semaine le samedi matin si besoin. Et donc en fait, les gens ne sont pas uniquement en situation de spectateur et de consommateur, mais ils peuvent aussi dire, bah voilà, voilà ma petite carte si vous avez besoin de moi. Je suis un acteur. Comptez sur moi si vous avez besoin de telles compétences ou de telle disponibilité. Et ça Et, fait en fait des acteurs et des gens responsables, des gens impliqués. et la forme, c'est une association et elle se finance avec les adhérents, avec les cotisations des adhérents, c'est bien ça? Exactement, exactement. C'est une association indépendante, totalement autonome, sans subvention comme on l'imagine, et qui fonctionne avec essentiellement les dons des adhérents. Ces dons-là, ces adhérents, c'est soit des adhérents au niveau individuel, soit des adhérents en tant que structure. Et les mosquées peuvent dire, voilà, moi, ma cotisation annuelle, ça va être tant d'euros, ou bien on peut pas contribuer financièrement, mais on va organiser 2 fois dans l'année des collectes au bénéfice de la plateforme. Et au fur et à mesure que les activités se structurent, on va avoir des flux qui sont de plus en plus durables et renouvelables. Par exemple, la centrale d'achat, si elle fait économiser 20 à 25% des contrats, on peut imaginer qu'elle se commissionne entre 3 et 5%. Et ça coûte de l'argent à personne puisque tout le monde économise sur les contrats, mais ça permet d'autofinancer la structure de manière de plus en plus pérenne. Et l'idée, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait en fait une structure par don et par adhésion. Les gens doivent pouvoir exprimer aussi leur soutien à travers ça. Mais la proportion de ces dons et ces adhésions doit diminuer au fur et à mesure Ouais, au profit de ressources qui sont pérennes l'autofinancement. et durables en fait. Ouais, Et c'est ça ouais. qui fait que les projets vont augmenter de taille de manière de plus en plus importante, de manière de plus en plus rapide, à mesure que la plateforme
passe d'un budget actuel autour des 300 ou 350 000 euros à 500 000, puis à 1 million, puis à 10 millions, jusqu'à ce qu'elle ait des dizaines de salariés qui travaillent justement sur ces problématiques, et que la proportion de ce budget-là, qui est financé de manière renouvelable et pérenne, soit de plus en plus importante. Voilà, c'est ça l'idée. Alouane, comment tu as parlé tout à l'heure que c'était un engagement programmé. Comment tu fais pour programmer d'être sur tous ces projets-là, en sachant que c'est pas, je veux dire, là, tu as parlé de l'idée de fédérer la communauté autour de projets, etc., qui puissent s'impliquer directement, indirectement. Mais j'imagine que il y a des contradicteurs, il y a des divergents qui viennent mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Comment tu fais pour être sur plusieurs projets à la fois, avec aussi importants les uns que les autres, et en sachant toutes les problématiques que tu peux rencontrer? Là, j'ai pas de mérite particulier. Je suis très bien entouré. J'ai des professionnels qui m'entourent, des cadres religieux qui m'entourent, une famille vraiment assez exceptionnelle, des amis proches qui me conseillent, qui me soutiennent. Et tout cet entourage-là, il a de caractéristiques que il me respecte suffisamment pour me contredire quand je me trompe, et ne pas juste me dire ouais c'est super, continue. J'ai personne comme ça dans mon entourage. J'ai juste des gens qui me disent voilà, ça faut que tu le corriges, ça faut que tu fasses attention, juste redescends sur terre, va faire le ménage vite fait, et ainsi de suite. Donc du coup en fait, en termes de conseils, en termes d'encadrement, en termes de prise de décision, en général, ma manière de prendre une décision, c'est j'étudie tous les scénarios, d'accord. Ensuite je vois c'est lesquels les plus probables, et après je présente ces décisions et ces scénarios-là aux gens dont je sollicite le conseil et l'avis. Si je vois que c'est feu vert partout, je sais que c'est en général une décision à peu près tenable, à peu près correcte. Si je vois qu'il y a des grosses oppositions, j'essaie de comprendre pourquoi, et si elles sont pas dépassables, je le laisse de côté. Il y a 25 000 projets à réaliser. Je commence par ceux qui ont des triples feux verts partout. Et ensuite, c'est là où peut-être mes études ou mon parcours professionnel me facilite. J'ai une méthodologie pour planifier les choses. J'ai une méthodologie pour prendre en charge les risques. Je fais toujours l'hypothèse, genre c'est quoi les pires trucs qui vont foirer. Ah bah tiens, il y a les racistes qui vont s'y opposer. On va avoir un problème de budget. On va avoir des gens qui se divisent parce qu'ils sont pas d'accord sur un sujet périphérique. On va pas avoir les ressources financières. On va pas avoir la clarté du plan. On va pas avoir et je les liste tous. Et pour chaque risque, je mets en face un plan pour dire comment on va gérer ce risque-là quand ça se produit, pour non seulement résister et que ça mette pas en risque le projet, mais qu'au contraire, on capitalise dessus, et que ça développe encore plus les choses dans le bon sens. Je prends juste un exemple, comme ça on comprend bien. Le fait de un exemple simple que tout le monde va comprendre. Quand on a mené une campagne d'adhésion à l'époque où je travaillais encore au CCIF, parmi les risques, il y avait que si la campagne fonctionne, les racistes vont s'y opposer, vont la critiquer, vont insulter, vont dénigrer la campagne. Donc ça, on l'anticipait, mais on avait dit quand ils vont le faire, c'était pas s'ils vont le faire. Quand ils vont le faire, on va leur donner un statut d'adhérent d'honneur, et on va se servir du buzz qu'ils vont créer autour de la campagne pour augmenter le nombre d'adhésions et la visibilité de la campagne. Ça a pas loupé comme des bœufs. Ils ont à peine on avait lancé la campagne d'adhésion. Ah non, les islamistes sont en train de collecter de l'argent, blablabla. Merci beaucoup. Merci, je sais plus qui, c'était un des cadres FN, voilà, on l'a nommé adhérent d'honneur du CCIF, et il était tellement indigné que ça a fait 2000 retweets, et que sur ces 2000 retweets, il y avait une personne sur 10 qui voyait la campagne et qui adhérait par la suite. Donc voilà, c'est ça c'est ça les méthodes, et donc la gestion des risques, c'est ça. Ouais. Toujours dans le même sens. Nous, ce qu'on voit autour de nous, c'est justement des jeunes compétents, très très compétents, et qui sont très actifs, qui s'impliquent. Et puis, au début, ils ont une motivation au max, et puis ils commencent à travailler, ils commencent à développer des projets, et avec le temps, ils voient les contraintes, ils voient que c'est compliqué, que c'est difficile de fédérer, c'est difficile de convaincre les gens. Et puis la motivation, elle s'effrite avec le temps, jusqu'au moment où on les voit plus, où ils disparaissent dans la nature. Et quand on les rencontre, ils veulent plus avoir aucune relation de loin ou de près de ce passé-là, ou de cette expérience. Donc, ce que j'apprends de ton expérience, c'est il faut s'entourer.
Je pense que c'est toujours utile qu'il faut s'entourer. Mais je sais pas, est-ce que tu peux rajouter d'autres choses pour ces D'abord, exemples? ce sentiment, je le comprends. Non seulement je le comprends et je le partage dans une large mesure. Sincèrement, tu arrives sans être préparé dans l'engagement associatif, encore plus l'engagement associatif entre guillemets musulman, c'est très difficile. Les problématiques à adresser sont immenses, les ressources sont limitées, et comme ça te touche très personnellement, puisque c'est ta foi ou ta religion ou ton entourage familial, tu as très peu de patience et très peu de tolérance quand il y a des gros désaccords ou quand il y a des épreuves. Et sincèrement, à titre personnel, je compte même plus le nombre de fois où tu te dis, purée, franchement, mais juste pourquoi j'ai accepté déjà? Exactement, exactement, ouais, Pourquoi j'ai accepté déjà? ouais, c'est ça. Tu veux juste rendre service ou aider, on te crée un autre problème, puis un autre problème, puis tu laisses ton épouse et tes enfants et tes parents et tes trucs pour faire et tu dit tu te retrouves avec des gens, tu vois, qui te calomnient ou qui te Ouais, c'est ça. je comprends le sentiment, mais justement, ça te pose la question: pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais? Tu vois? Et dans ces moments, c'est dans ces moments-là où en vérité, tu devrais être reconnaissant parce que ça te permet de faire le tri. Parce que si tu le faisais pour la reconnaissance des gens, ça fait longtemps que tu aurais arrêté. Si tu le faisais pour l'argent, ça fait très longtemps que tu aurais même pas commencé. Si tu le faisais parce que tu en tires un avantage personnel, pareil, là aussi tu aurais arrêté. Si tu le faisais parce que c'est facile, là aussi tu aurais arrêté. Donc en fait, ça fait le tri sur l'intention et tu vas rester que si tu es conscient que, un, ce que tu fais, c'est nécessaire. Et deux, ça adhère à un projet beaucoup plus important, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Et trois, le plus important, à titre personnel et en tant que croyant, tu penses que ça, là, cette petite action de rien du tout, qui au bout du compte ne te prend que 1 heure, 2 heures, une après-midi par semaine ou par mois, peut-être que dans la misère de ta vie, tu vois, et dans toutes les bêtises que tu as fait pendant ta vie, peut-être que c'est cette petite action-là pour laquelle un jour, on va te prendre et on va te dire, ouais, lui là, ou elle là, c'est bon, là, faites-la rentrer au paradis. Juste pour ça. Parce que peut-être que ça te semblait difficile et pas grand-chose à l'époque, peut-être pas digne de tes talents, de tes compétences, puisqu'on croit être des gens, on croit être importants et ainsi de suite. Mais au bout du compte, c'est cette petite action-là ou ce petit engagement-là qui va tout changer pour toi ou pour les générations futures. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, il y a des valeurs qui sont malheureusement euh, dévalorisées. Le travail, la discipline, la difficulté et l'endurance dans l'épreuve, c'est pas des petites choses. Il faut vraiment développer cette mentalité de dire, voilà, nous, c'est ce qu'on fait avec les enfants, par exemple. Ce qu'on leur inculque, c'est dès que tu vas abandonner quelque chose, tu fais le double. Tu vois? Donc, t'as pas envie de ranger ta chambre, il n'y a pas de problème, t'en feras deux. Tu vois? T'as pas envie de filer un coup de main pour la vaisselle, un repas, il n'y a pas de problème, tu feras toute la journée. Et au fur et à mesure, tu t'entraînes et t'entraînes ton esprit à refuser la facilité. Tu fais ce que tu dois et après, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Mais tu entraînes. C'est un muscle comme un autre. Mais au niveau individuel, c'est ce qu'on s'appliquait à nous-mêmes et on essaie de le transmettre aux enfants. Le jour où j'ai envie de pas filer un coup de main 1 heure, je sais que c'est le jour où il faut que je file un coup de main 2 heures. Tu vois? Et ça, bah, au bout d'un moment, ça devient une manière d'être, une manière de faire. Et le dernier conseil que je voulais donner là-dessus, c'est de se fixer des échéances. Tu vois, on t'a pas dit de sacrifier toute ta vie pour la cause ou pour l'humanitaire ou pour le social ou autre. Non, fais pas ça. Mais juste garde un budget temps, alloue une fraction de temps et reste constant là-dedans. Ça dure 2 ans, ça dure 10 ans. Nous, on s'est fixé aussi une échéance. On s'est fixé un horizon de temps où, arrivé à tel âge, khalas, on aura terminé les questions professionnelles, les questions associatives et on va s'occuper d'autres choses. Mais pendant ce temps qui est alloué, on fait les efforts qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on a définis, Inch'Allah. Bah, en parlant d'objectifs, ce serait bien bon, le temps nous presse, on aimerait bien passer plus de temps, mais on est limité. Donc, je voulais revenir à la plateforme des musulmans. Elle a commencé en 2018, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est en 2020. Je pense pas qu'on a assez de recul pour parler des résultats, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, comment vous percevez la réalisation des objectifs de cette plateforme?
Alors, moi j'en parle maintenant plus à titre d'observateur, puisque l'un des objectifs que personnellement je m'étais fixé, c'est vraiment d'avoir une genèse de la plateforme qui est réussie, et ensuite de passer la main pour pas que la plateforme elle soit personnalisée, incarnée par les gens, tu vois, qui l'ont fondée. Et en même temps, je suis peut-être l'un des plus exigeants, donc forcément, je vois surtout je vois le verre à moitié vide lorsque c'est un projet auquel je participe, et j'essaie de le voir à moitié plein, voire complètement plein, même s'il est à moitié vide quand c'est les projets, Ouais, des autres. Mais en 3 ans, tu as mené la plus importante consultation historique des musulmans de France. Tu as regroupé des centaines d'associations qui maintenant travaillent ensemble. Tu as un site internet avec une équipe de communication et un média qui produit du contenu positif à propos des communautés musulmanes et qui documente leur travail. Tu as un pôle pour les mosquées et les associations qui les aident à mettre en conformité leur fonctionnement, leur statut, leur réglementation, comme une agence extérieure d'audit et de conformité. Tu as eu une assistance Janaza qui s'est mis en place, donc une ligne d'assistance pour les familles qui ont perdu un proche, pour les conseiller et les accompagner dans toutes leurs démarches. Tu as des projets pendant tous les mois de Ramadan de chaque année. Il y a un parcours pour les jeunes afin qu'ils puissent avoir des activités culturelles et spirituelles pendant le mois de Ramadan. Et tu as un autre projet qui s'était réalisé, c'était le soutien scolaire, où il y avait des centaines de cours qui étaient donnés à des centaines d'élèves chaque semaine en fonction des niveaux et des types de parcours. Là, on est en train de parler d'une fraction de ce qui a été fait en 3 ans de travail associatif, qui est juste, en fait, c'est la toute petite enfance pour la vie d'une assoce. Et ça vous donne une idée de ce qui est réalisable juste quand quelques personnes se mettent ensemble pour faire. Et on a, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on n'a aucun mérite. C'est vraiment les gens au quotidien qui font vivre cette association, qui partagent de leur temps, de leurs efforts, de leurs dons, et ainsi de suite. Mais ça vous donne une idée que cette fable selon laquelle les musulmans ne sont pas capables, c'est juste une fable, en fait, c'est une chimère, parce que dès qu'on se met au travail et qu'on le fait avec la bonne méthode et de la bonne façon, on accomplit des miracles, même avec 2 bouts de ficelle. On a, on a dit qu'on n'avait pas parlé d'actualité. Enfin, j'ai dit que j'avais pas parlé d'actualité, mais c'est une actualité qui risque de revenir. Elle est passée. Je t'ai vu, une fois, je crois que c'est une de tes dernières interventions sur BFM TV, où le journaliste te posait la question concernant les caricatures. Donc c'était il y a quelques mois de ça, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à la question qu'il te posait, et on sait que aussi il y a très peu de temps pour répondre à la question que les journalistes posent, mais la question qu'il te posait, c'était est-ce que toi, directement, ça te gêne que des caricatures soient faites sur le prophète sallam? Tu vois, je cite pas la question telle qu'elle était citée, hein, mais à cette question-là, tu as répondu. Tu as eu un moment de réflexion, tu as dit non. Tu as dit non, ça me gêne pas. Donc, est-ce que tu peux compléter cette réponse-là pour Bien sûr. ceux qui peut-être n'ont pas compris ce nom-là? Bien sûr. Alors, à titre personnel et spirituel, bien entendu que toute personne qui Ouais, insulte ouais. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui porte atteinte à son honneur, toute personne qui le critique ou le salit ou le calomnie, bien sûr que ça me touche profondément. Bien sûr que ça m'atteint. Si et seulement si, je considère que la personne qui formule ces critiques ou ces insultes est un être humain doué de raison, capable de différencier le bien, le mal, et capable d'avoir l'importance que je lui donne, moi. D'accord? Ouais. C'est pas le cas, parce que les gens qui aujourd'hui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insultent Dieu, on leur donne trop d'importance, on leur accorde trop de crédit, parce qu'en fait, eux, ils se prennent pour des toreros et ils nous prennent, nous, pour des bœufs, comme si on était des vaches, et ils agitent le chiffon rouge et nous, on est censé réagir. Pourquoi est-ce que des islamophobes ou des racistes ou des caricaturistes se moquent de Dieu ou se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour déclencher la réaction des croyants. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette réaction? Pour se placer, eux, comme les défenseurs de la liberté d'expression et vendre plus de journaux. Par conséquent, si on les ignore ou si on les laisse de côté, c'est un non-événement. Et s'ils sont pas capables, eux, de produire quoi que ce soit de valable et d'intéressant, que ce soit humoristiquement ou intellectuellement ou politiquement, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais nous, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est en rien diminué par ce qu'ils font. Il parle de Mahomet, nous, notre prophète s'appelle Mohammed. Il parle de Dieu,
Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dépend pas de ce que disent de lui des racistes ou des islamophobes ou autres. Ni il est diminué, ni il est grandi parce que disent de lui des gens injustes. Mais par contre, c'est eux qui seront diminués ou qui seront grandis parce que Dieu dira d'eux. D'accord? Donc en fait, quand je dis que je suis pas touché par ça, quand je dis que ça m'intéresse pas et que ça m'indiffère, c'est que j'accorde même pas l'importance à ces médias ou à ces polémistes de les prendre suffisamment au sérieux pour croire que leur gribouillage porte atteinte de quelque manière que ce soit, ni à Dieu ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te D'accord? posais la question parce Et leur que donner trop d'importance que de faire ça. Au bout du compte, les ignorer, c'est vous n'aurez pas les retweets, vous n'aurez pas le buzz que vous voulez, vous n'aurez pas la réaction émotive que vous espérez déclencher chez les musulmans parce qu'on est des adultes et on sait que votre production et vos gribouillages sont tout aussi insignifiants que votre pensée. alors, je te posais la question parce que c'est une actualité qui est passée, mais qui risque de se reproduire, Bien sûr, malheureusement, malheureusement. et que dans notre communauté, il y a eu des réactions quand même assez violentes. Et donc, j'ai trouvé que compléter cette réponse par une réponse pleine de sagesse, on va dire, et de logique, c'était important pour que les gens écoutent et puissent avoir Ouais. un retour positif de ça. Ouais. Alors, on est déjà à 1 heure. Je pense que on va passer à. On a posé la question à nos followers sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Marwan? Bon, on l'a annoncé un peu tard, donc on a eu quelques questions. Et il y a Souhail qui pose 3 questions. Il dit posez-lui la question sur le positionnement du CCIF vis-à-vis du CCIB et CCIE, nouvellement CCIE. Je sais pas, Ouais, est-ce que bah, vous avez quelque chose à dire sur ça? le CCIB, très bonne association en Belgique qui fait un bon travail sur les questions d'islamophobie depuis des années, qui travaille en partenariat avec les institutions publiques et donc même les autorités belges ont eu la clairvoyance, la conscience et l'implication de prendre en charge ces sujets et d'adresser la réalité plutôt que de rester dans les condamnations et de laisser ces sujets trop tomber parfois dans la controverse, comme malheureusement c'est le cas souvent en France. Donc, soutien à eux et encouragement à eux. Et puis le CCIE, tel que je le comprends, c'est la suite et l'évolution logique du CCIF, c'est-à-dire de dire, voilà, en fait, il faut qu'il y ait une structure d'ampleur européenne cette fois-ci, qui prend en charge les questions d'islamophobie, bien sûr en gardant le volet d'assistance et de soutien des victimes, mais aussi dans une dimension d'observatoire du point de vue statistique, du point de vue phénoménologique, du point de vue des causes du problème au niveau européen. Et puis tout un travail diplomatique, tout un travail de visibilisation. Et quel meilleur emplacement que Bruxelles pour le faire, et quelle meilleure ampleur que l'ampleur européenne pour le faire. Donc cette structure, je lui adresse tous mes vœux de réussite. J'espère qu'elle sera le plus largement et le plus intensément soutenue. Et puis surtout que les gens vont comprendre que c'est leur responsabilité. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours personnel, c'est vraiment une responsabilité collective de prendre en charge ce sujet, de le faire de la meilleure des façons, la plus professionnelle, la plus sérieuse et la plus proche des victimes, parce qu'au bout du compte, si des associations font tout ça, si des gens consacrent leur temps, leurs compétences, leurs efforts à s'impliquer dans une structure comme le CCIF, le CCIB ou maintenant le CCIE, c'est pour changer des situations d'injustice en des situations d'équité. Et ça, Ouais. c'est vraiment tout ce qui doit nous occuper, parce qu'au bout du compte, faut pas qu'on fasse l'erreur de créer des associations juste pour créer des associations, mais créer des associations pour résoudre une situation. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est la cause que l'on défend et la manière dont on va avoir un impact utile sur cette cause, et pas nécessairement les structures, les logos, le fonctionnement, la visibilité qui va avec. Voilà. Ouais. Question d'internet encore. L'actualité, les prochaines étapes de la plateforme Les Musulmans. Bon, ouais, on a parlé de cette plateforme, mais est-ce qu'il y a des prochaines étapes importantes dans un futur proche? Ce que j'en comprends, moi, ça va être le renforcement et le développement de de tout le volet média de la plateforme, avec plus de vidéos, plus de contenu, plus d'émissions pour vous de ce point de vue-là, ne serait-ce que pour mieux comprendre les enjeux, vous faire participer. La formation de tout ce qui est porte-parole. Donc il y a eu une centaine de personnes qui ont été formées tout au long de l'année. Et donc vous allez les voir et vous les voyez déjà émerger dans certains médias au fur et à mesure. Donc ça, c'est du point de vue de la communication. Du point de vue du fonctionnement, là, le gros du focus est dédié
à la mise en capacité des associations et des mosquées. Vous voyez qu'elles sont malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, mises sous pression, mises sous tension sur le plan politique. La manière la plus pérenne et la plus efficace de les aider, c'est de les accompagner pour qu'ils soient tous en conformité et qu'on puisse pas faire fermer une mosquée ou faire fermer une association juste parce que on est en désaccord avec l'imam qui a parlé de la Palestine ou des Ouïghours ou qui a prononcé le mot des violences policières ou de l'islamophobie ou du racisme et que ça déplaît à l'extrême droite en France. Voilà, donc protéger les mosquées, c'est les aider à se mettre à se mettre à niveau. Et puis toutes les thématiques qui avaient été identifiées dans la consultation, celles-ci, les unes après les autres, on les prend en charge, diagnostic, solution, mise en œuvre d'un projet, feuille de route, et puis ensuite au travail. Ça a été le cas pour les questions funéraires, ça a été le cas pour l'éducation et les questions d'éducation religieuse pendant le mois de Ramadan. Ce sera le cas, Inch'Allah, je l'espère, pour tout ce qui est zakat et ensuite les autres problématiques. Voilà. Alors, une petite question. Par rapport à la plateforme les musulmans, il y a un des plus importants besoins qui ont été exprimés dans le sondage, c'est que les musulmans ne se sentent pas représentés dans les médias français. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense pas que la plateforme a réussi à faire une place ou à pénétrer ce monde médiatique français. Est-ce que ça, c'était un de vos objectifs? Auquel cas, pourquoi vous pensez jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pris une place médiatique? Oui, alors l'objectif, c'est d'avoir des voix. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont être visibles dans les espaces les plus médiatiques. Ensuite, pour deux raisons. La première, c'est que bon, c'est pas tout le monde qui est câblé ou qui a envie d'apparaître dans des médias de masse. Et le travail de préparation qu'il faut pour pouvoir aller sur un plateau où c'est quasi systématiquement hostile, genre sur CNews ou ce type de médias, c'est énorme. Et c'est pas forcément ce qu'on aimerait ou ce qu'on souhaite pour beaucoup de personnes qui ont une voix musulmane, qui ont un parcours intéressant à partager. Mais la question, c'est dans d'autres termes qu'il faut la poser. Sachant qu'il existe ces universitaires, ces cadres associatifs, ces travailleurs, ces enseignants et ainsi de suite, qui ont des voix, qui ont quelque chose à raconter, qui ont un parcours, qui ont un bagage, qui ont des compétences et des connaissances, pourquoi est-ce que les médias ne les invitent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont si peu invités dans des émissions à grand public? Et la réponse, c'est simple. C'est peut-être parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'on a envie de donner des musulmans. Et on aime bien montrer une image comme ceci des musulmans. On n'a pas forcément envie de les voir comme des universitaires ou des mamans, des papas, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui ont quelque chose de fort, quelque chose de bon, quelque chose de beau à partager. On préfère pouvoir leur claquer le bec et les rabaisser en les tournant en bourrique sur des plateaux. Et c'est pour ça que, à titre personnel, je choisis soigneusement les rares interviews que j'accepte, parce que je suis pas là pour divertir la galerie. Je suis pas non plus là pour défouler les gens. Et j'accepte pas de jouer le rôle du méchant arabe sur un plateau télé qui va systématiquement distribuer des contre-arguments et au bout du compte servir l'audience de chaînes qui sont aux antipodes de mes valeurs dans leur ligne éditoriale. Donc vraiment, choisir très soigneusement les participations, et plus on les choisit soigneusement, plus en fait on leur donne une chance d'être audibles. Je veille à ce que ma parole dans les médias soit suffisamment rare pour que l'on comprenne que quand je m'exprime dans les médias, c'est qu'il se passe quelque chose d'important et ou de grave. Ouais. Une dernière question internet. À quand un recueil de ces punchlines sur les réseaux? Je le fais pas, c'est pas ça pour le coup, c'est pas prémédité. Mais là, sur les réseaux sociaux, c'est pas un format qui se prête nécessairement à des recueils. Ce serait très, 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 très prétentieux de compiler ses propres écrits sur Twitter et d'en faire ce commerce. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai d'autres choses à écrire et promis, Inch'Allah, je les partagerai en temps voulu. Voilà. On va terminer doucement cette randonnée qui était très rapide. Je sais même pas si c'était une randonnée course. Parce Petit footing, cardio, roulade. En fait, tu te prêtes même pas au format randonneur de la pensée même. Non, randonnée tout court. Excuse-moi. On a pour habitude de terminer le podcast avec 3 questions. Donc, si tu devais te définir en 3 verbes, tu choisirais quel verbe? En 3 verbes. Ouais. Agir, réfléchir, imaginer.
Ok. Et puis la deuxième question aussi, si tu avais le choix de faire une randonnée d'une journée avec une personne, un personnage, que ce soit historique, vivant, d'aujourd'hui ou d'avant, tu choisirais quelle personne? Une ou deux ou trois, comme tu veux. Et pourquoi? Hormis les Ah prophètes. oui, hormis les prophètes. Ouais. Je choisirais mon grand-père en fait et je lui demanderais de m'emmener du village où on a grandi, Kafr Dawar, à 40 km d'Alexandrie, jusqu'à son village d'origine. Voilà. D'accord. Et de me raconter tout. Ok. Mais t'as eu l'occasion de vivre des moments avec lui avant? Oui, oui, quand j'étais petit, que j'habitais en Égypte, c'est lui qui s'occupait de moi et donc il m'emmenait partout en me tenant la main. Mais j'étais petit, donc j'ai pas su ou pu Ouais. profiter que je voulais ou autant que j'aurais dû de lui quand il était là. Voilà. Ok. Il n'y a pas des personnages qui ont eu un impact sur tes choix de vie et puis avec qui tu aimerais partager euh, À part Peut-être, Yoshide. peut-être Malek Ben Nabi, euh, D'accord. D'accord. l'intellectuel algérien, parce que même si je l'ai lu en long, en large, en marche avant, en marche arrière, Ouais. j'aurais bien aimé qu'il me donne des conseils comme on donne des conseils à son petit frère ou à son neveu. Et, donc dans les personnages historiques, dans les noms connus, c'est à lui que j'aurais pensé. Ouais. C'est le deuxième qui dit ça. Il y C'est avait, le deuxième, ouais, ouais. ouais, On ouais, avait carrément. déjà une Ouais. réponse. Ouais, mais, Marwan, la randonnée tire à sa fin. On arrive en bas. Barakallahu fik. Merci d'avoir encore une fois répondu à l'invitation. On était Plaisir très partagé. occupés. Plaisir Et partagé. voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir physiquement une fois. Si tu veux venir sur. Là, aujourd'hui, on est à Lausanne. Hein, donc On est à voilà, Lausanne en on est à Suisse. Lausanne, nous. Franchement, Euh, on va trouver un prétexte. On va trouver un prétexte pour passer en Suisse. en tout cas, tu es le bienvenu. Merci, merci. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt dans une nouvelle randonnée. Randonnée. Salam Salam alaikum. alaikum. Excellent.